Soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir à ce colloque sur la douleur organisé par Père Édition, éditrice notamment de la revue professionnelle pharmaceutique. Le sujet de la douleur, c'est certainement s'attaquer à l'un des maux les plus aigus de notre société. Force est de constater que ce fléau de santé publique est loin d'être résolu malgré les efforts de tous les acteurs. Je vous souhaite une excellente matinée. Monsieur Meignier, c'est à vous. La douleur était avant tout un symptôme, un motif de consultation. La douleur, c'est ce qui fait toujours que l'urgence est là, qu'elle soit vitale ou ressentie. Et finalement, la douleur, c'est comme l'urgence. Chacun la gère comme il peut, comme elle peut. Près de la moitié des patients qui rentrent aux urgences pour un motif de douleur n'ont pas d'antalgique correctement à leur arrivée. On a effectivement des marges de progression certaines. En développant des protocoles de délégation de tâches, on aura là une vraie piste d'amélioration de prise en charge pour la douleur à l'accueil, pour la douleur dans les services. Et pour gérer la douleur, qu'elle soit aiguë, qu'elle soit chronique, avec le plan Ma Santé 2022, on veut former davantage de médecins, on veut les former mieux. On a devant nous tout un champ des possibles qui s'ouvre. Alors je ne reviendrai pas sur l'utilisation du cannabis, mais aussi pourquoi pas sur les moyens numériques, avec des applications qui permettraient aux patients de s'auto-évaluer sur les douleurs chroniques, que les données soient directement envoyées à leur médecin traitant pour adapter les doses, pour anticiper les choses, pour finalement mieux prendre en charge la douleur. Les Américains ont réalisé une analyse sur justement la prise en charge de la douleur. Eh bien, on se rend compte dans cette analyse qu'on a un Américain sur 3 qui présente une douleur chronique. On a 10 à 50% de patients qui ont été opérés et qui développent des douleurs chroniques post-opératoires. En utilisant la base de données de l'assurance maladie, mais également de l'analyse des séjours hospitaliers, eh bien, là encore, on a à peu près 25 à 30% de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc c'est un souci, on le voit bien, et donc nécessaire de prendre en charge de manière plus adaptée. Rien que pour les consultations qui sont rajoutées pour prendre en charge la douleur chronique de ces patients qui sont en errance, eh bien, on dépasse le milliard d'euros, là encore, de soins supplémentaires. Donc c'est une démarche de santé publique qu'il faut prendre en compte. Quand on fait l'état des lieux de ce qui se passe en France pour la prise en charge des douleurs, eh bien, on a un certain nombre d'inquiétudes. On a une enveloppe MIG qui est fixe à peu près aux alentours de 60-61 millions d'euros depuis plusieurs années, ça ne bouge pas, et cette enveloppe doit être ventilée sur l'ensemble de ces structures. Donc plus il y a de structures, moins il y a d'argent, et donc il faut former les gens. Il faut mieux informer les patients de l'existence de ces structures, et je pense que c'est important. Alors ils ne peuvent pas solliciter eux-mêmes effectivement ces structures, il faut qu'ils passent par un professionnel de santé, mais nous devons améliorer la connaissance pour réduire l'errance diagnostique, évidemment thérapeutique, concernant la douleur chronique. Le Haut Conseil de santé publique, en 2010, dans son rapport d'évaluation du 3e plan douleur, soulignait déjà qu'il fallait sortir d'une prise en charge hospitalo-centrée pour une offre et une organisation de qualité à l'hôpital, mais aussi en ville, avec une meilleure structuration des soins, en particulier en ville. Le parcours de soins est structuré en 3 niveaux. On a la prise en charge en ville, on a les consultations douleurs et on a les centres douleurs. Et la sollicitation non pertinente de ces structures, en lieu et place d'une prise en charge ou d'un relais en ville, peuvent produire une surconsommation des ressources, une saturation des structures douleurs et donc une augmentation des délais d'attente. L'AHS se propose, avec les professionnels concernés, de réfléchir en fait à de nouvelles stratégies et organisations capables d'apporter des soins adaptés et dans des délais acceptables aux 12 millions de patients souffrant de douleurs chroniques. Nous travaillons effectivement à mettre en place un petit peu les recommandations de bonnes pratiques pour justement faciliter le parcours de soins de ces patients. Il y a d'une part un défaut de visibilité, c'est-à-dire qu'un certain nombre de patients et surtout aussi un certain nombre de praticiens qui sont pourtant dans le secteur ne connaissent pas l'existence de ces structures. Je pense qu'il faut quand même faire une distinction entre structures. Dans les structures douleurs chroniques, il y a 2 niveaux. Il y a les consultations et les centres qui sont en fait des centres entre guillemets experts. Il y a des aspects de recherche et d'enseignement. Et si on avait une meilleure information de ces différents niveaux, pour le corps médical, pour les patients eux-mêmes, je pense que ça fluidifierait considérablement l'accès dans nos structures. Si les médecins traitants sont déjà mieux au courant de la distinction centre-consultation, ils pourraient dans un premier temps adresser leurs patients plus rapidement à une consultation et théoriquement ces consultations devraient pouvoir être un premier relais, donc avoir des délais d'attente un peu moins longs que les centres. Je souffre depuis 52 ans de douleurs chroniques. J'ai vécu 32 ans d'errance diagnostique
et je suis diagnostiquée depuis 20 ans fibromyalgique, sans réelle prise en charge en raison d'intolérance médicamenteuse que j'ai développée après les nombreux traitements que j'ai reçus. Alors pourquoi considérer la douleur comme un problème de santé publique? Quand on pense aux conséquences sur la vie familiale, sociale et professionnelle et la perte de qualité de vie, quand on considère les échecs thérapeutiques encore trop fréquents, l'inégalité des chances d'une prise en charge adaptée, en raison du peu de moyens dont disposent les centres d'études et traitements de la douleur, le manque de formation des médecins généralistes, toute une vie gâchée par des douleurs chroniques non identifiées. Souvent moquée, je me suis sentie rejetée jusqu'au diagnostic de fibromyalgie en 1998, mais ce n'était pas gagné, qui a motivé clairement mon engagement. Mon énergie ne suffisait que pour me maintenir dans l'emploi. J'ai alors choisi le retrait, l'isolement. Notons que les techniques non médicamenteuses bénéfiques ne sont pas remboursées non plus. Alors, quels sont les leviers d'amélioration possibles? Alors, de toute évidence, il faut privilégier une médecine tournée vers l'échange entre patients et professionnels de santé. Le patient sait, le médecin doit croire le patient et libérer la parole autour de la douleur. Quand les patients sont pris en charge à l'officine, il n'y a pas que des pharmaciens, d'où la nécessité de pouvoir à un moment donné protocoliser cette prise en charge pour pas qu'il y ait de perte de chance pour les patients, parce que c'est pas le tout d'avoir eu accès à la ressource et de sortir avec une belle prise en charge. Encore faut-il que dans leur quotidien, les patients puissent faire correctement ce traitement. Et on voit bien que pour des patients douloureux chroniques, je pense par exemple aux prescriptions d'opioïdes, c'est pas toujours évident parce que vous avez une réglementation qui est compliquée. Donc vous avez des médicaments qui sont prescrits pour 28 jours, certains pour 14 jours, d'autres pour 7 jours. Comment voulez-vous que les patients s'y retrouvent? Et puis toute la gestion des effets secondaires au quotidien. Parce qu'on sait bien que non seulement la douleur altère la qualité de vie des patients, mais les effets secondaires qui sont inhérents au traitement altèrent également non seulement la qualité de vie des patients, mais l'observance des traitements. Nous considérons que parfois, l'automédication peut être le point d'entrée dans le système de santé et que le rôle de l'équipe est important finalement pour pouvoir orienter correctement ces patients-là et pour pas qu'il y ait une surconsommation en automédication des traitements qui aboutirait à une chronicisation de leur douleur. On a proposé la digitalisation avec un algorithme d'orientation conseil du coup qui digitalise cette utilisation du coup de la vraie data de vie réelle de ce qui se passe en officine. Le patient qui va donner sa carte vitale, le patient qui va être soit gardé en automédication parce qu'il relève de l'automédication, soit un patient parce que il a été identifié comme étant un patient fragile ou simplement errant et du coup s'automédiquant depuis trop longtemps, qui devra être réorienté vers un professionnel de santé ou vers l'hôpital. 46% des patients souffrent de douleurs silencieuses, et donc concrètement qui n'ont pas de prise en charge adaptée. Donc on a décidé de s'engager pour la première fois dans une campagne de santé publique, donc des affiches qui disent juste aujourd'hui, patients, si vous souffrez de douleurs silencieuses, vous êtes 46% aujourd'hui en France, allez en parler soit à un pharmacien, soit parlez-en chez un médecin. Donc c'est comment on libère cette parole et comment on repousse les patients à aller communiquer de leur douleur. Avant les années 2000, on va dire 2007, il n'y avait pratiquement rien. En termes d'épidémiologie, des douleurs neuropathiques. Il y avait énormément de données sur l'épidémiologie de la douleur chronique. Pendant très longtemps, et moi je suis donc neurologue effectivement, on a longtemps considéré que les douleurs neuropathiques étaient l'apanage des neurologues, que c'était des douleurs rarissimes. Mais vous avez en fait un nombre extrêmement important de douleurs neuropathiques qui sont totalement négligées parce que justement, on n'y pense pas, elles sont dans des contextes non neurologiques et les douleurs aussi encore plus banales, les douleurs de la sciatique, tout simplement. La sciatique peut être aiguë, mais elle peut aussi se chroniciser et les sciatiques chroniques sont des douleurs neuropathiques. Les douleurs ont quand même des caractéristiques communes qui les distinguent des autres douleurs. Par exemple, est-ce que votre douleur ressemble à une brûlure, à des décharges électriques? Est-ce qu'il y a du froid douloureux? Est-ce qu'il y a des picotements, des fourmillements? Donc ce sont des mots très simples, bien entendu, que comprennent en général les patients. Et lorsque le patient se l'administre lui-même, il peut aussi aboutir à, disons, se dépister lui-même une douleur neuropathique, on va dire, probable. Les politiques publiques peuvent et même doivent jouer un rôle important pour améliorer les choses. Il y a des avancées puisqu'on a obtenu de la part de la ministre des engagements en la matière. Donc notamment, il y aura des crédits aujourd'hui qui vont être consacrés à la recherche sur les cancers pédiatriques et qui vont permettre, je l'espère, de développer des médicaments qui seront davantage adaptés aux enfants. Il y a un volet aussi important de la loi dont je n'ai pas parlé, c'est l'ouverture aux essais cliniques
des enfants qui sont aujourd'hui plutôt réservés aux adultes. J'ai reçu vraiment de la part des familles des témoignages très poignants qui mettent en exergue une inégalité territoriale contre laquelle il faut absolument lutter. Alors, en vertu de cette priorité d'action, tous les établissements de santé sont aujourd'hui obligés de se demander qui ils doivent former spécifiquement à la prise en charge de la douleur. Et ça ne fonctionne pas partout de la même manière. Il en va de même pour l'accompagnement psychologique. Il y a certains établissements dans lesquels on est pris en charge dès l'annonce de la maladie et puis tout au long de la maladie, et d'autres où malheureusement on demande aux familles de s'adresser à l'extérieur pour trouver un psychologue et pour être aidé. On parle beaucoup de recherche translationnelle. Donc en gros, il faut que le chercheur, qui connaît très peu le monde de la médecine, soit innovant pour les médecins. Le problème, c'est que dans la plupart des régions, ils ne se parlent pas. Et la tradition française fait que les chercheurs fondamentaux ne sont pas en contact. Les cliniciens doivent identifier les grandes problématiques et aller voir les chercheurs qui sont capables de les écouter pour leur dire, voilà, ça c'est important pour nous, comment on peut faire pour... Et du coup, on fait de la vraie recherche efficace et on ferait de la vraie innovation. Le chercheur qui est censé être un scientifique et parler de chiffres, il va falloir trouver un dictionnaire commun. Donc l'innovation, ça passe par une bonne formation, capable de se comprendre entre scientifiques. On a créé un dispositif médical autonome qui fonctionne avec un casque audio, et les patients sont immergés dans des univers de 15 à 40 minutes, dans des mondes imaginaires, avec de la musique, du son. Et ils l'utilisent en fait, c'est les soignants qui le proposent avant, pendant ou après des soins. La réalité virtuelle, ça fait partie des outils non médicamenteux qui sont vraiment intéressants dans une prise en charge complémentaire et puis pluridisciplinaire. Il n'y a pas une seule chose qui fonctionne, mais ça peut être le yoga, la méditation, la musique, la réalité virtuelle. Et l'objectif serait de voir si est-ce que la réalité virtuelle est au moins aussi efficace que le protoxyde d'azote, et de réduire aussi des douleurs. Et l'idée que nous avons eue, c'est finalement d'utiliser les nanotechnologies qu'on peut injecter par voie intraveineuse pour encapsuler des endorphines, en particulier la leuencéphaline, dans ces nanoparticules, et cibler ces nanoparticules au niveau, par exemple, de la douleur inflammatoire, puisqu'on sait que la morphine, les opiacés ont une activité antidouleur en tapant sur les récepteurs mu centraux, mais on va aller taper au niveau des récepteurs mu et surtout delta, avec les encéphalines, périphériques, c'est-à-dire au niveau de la douleur. Ça permettait dans tous les cas de réduire, même de supprimer totalement les effets secondaires de la morphine et des opiacés, en particulier la tolérance et l'addiction. Innover veut dire aussi écouter les besoins des patients. Donc, et nous, Pfizer, c'est la stratégie que nous avons pour développer des nouveaux médicaments. On écoute les patients dans la phase de développement, en amont, et tout au long du développement, et après dans la phase de commercialisation, bien entendu. Notre objectif, c'est effectivement de faire en sorte que le médicament qui est introduit est un médicament qui permet aux patients de ne plus être un coût. À développer un médicament comme celui que nous avons et d'autres laboratoires, bien entendu, ça peut prendre, à partir du moment que le médicament rentre dans la phase clinique, une quinzaine d'années en moyenne. Si on veut continuer à innover, ça veut dire aussi changer un petit peu le système d'évaluation, permettre aux nouveaux médicaments innovants d'arriver et d'avoir une certaine soutenabilité après sa mise sur le marché. Je pense qu'il y a des solutions qui sont assez simples, qui sont les études de qualité de vie. Elles valent le coup d'être menées, parce que c'est quand même le patient au bout du compte qui va pouvoir dire si l'innovation, le médicament, le dispositif, la pratique, si elle lui apporte quelque chose dans sa vie. Parce qu'une innovation, c'est bien d'innover, c'est bien de faire des recherches et de trouver des choses pour aider les patients, mais il faut s'assurer que ça va vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que le patient, il doit avoir un meilleur confort de vie, moins d'effets indésirables, il doit pouvoir continuer à aller travailler. Donc on auditionne toutes les personnes, tous les organismes et même les associations de patients pour leur demander ce qu'elles font comme études de qualité de vie pour espérer pousser un peu l'idée jusqu'aux instances décisionnaires pour en tenir compte. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'innovation pour le patient, c'est quand même l'espoir. C'est l'espoir d'aller mieux, c'est l'espoir d'être mieux soulagé, c'est l'espoir pour plus de personnes de pouvoir mener une vie digne d'être vécue. Le malade, finalement, va entrer dans la douleur, c'est-à-dire entrer dans une planète inconnue. C'est que le malade va devoir faire 50% du chemin et le professionnel de santé ou l'équipe va en faire autant. Et c'est le fait que ce soit une planète inconnue
qui rend extrêmement difficile, en effet, ce chemin dans la douleur et où on sait qu'il y a des difficultés immédiates. Il va y avoir une difficulté qui est évidemment liée à ce déficit d'échange et d'information tourné vers le grand public, tourné vers les patients. Le proche va avoir un rôle très important. Le maître mot, c'est justement de travailler bien davantage à la collaboration, à la coopération entre les professionnels de santé et le malade et son proche. Les délais d'acheminement à une consultation sont de plusieurs années, 3,5 années. Enfin, je veux dire, c'est impensable que quand on souffre d'un mal quelconque, on mette autant de temps. On voit qu'il y a un problème d'errance diagnostique. Au niveau de la prise en charge en elle-même, il y a à construire une meilleure efficience, une meilleure organisation. Il y a tout ce qui est prévention de la chronicisation des douleurs aiguës. Alors, ça concerne la douleur chirurgicale, donc je ne vais pas développer dans ce sens. Les douleurs des urgences. Bien sûr. C'est une des premières causes. Notre problème, ce n'est pas la rédaction des recommandations, c'est la diffusion de ces recommandations. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il faut faire savoir, entre guillemets, le savoir-faire des groupes d'experts qui se sont positionnés à l'appui de la littérature, parce qu'il y a une méthode, et on ne va pas la développer ici, qui s'appelle la méthode GRADE, qui est une méthode extrêmement contraignante pour la rédaction des recommandations. Maintenant, en 2019 et 2020, eh bien, il faut appliquer cette méthode. Et donc, c'est un gage de sécurité, on va dire, dans les messages qui passent. La consultation, en moyenne, était de 13 semaines pour que le patient puisse consulter un centre de la douleur. Ils envoyaient leurs malades après 1 mois, parce qu'ils revoient leurs patients 1 mois après la chirurgie. Ils les envoyaient au centre quand il y avait une douleur, entre autres une douleur neuropathique, et que ces patients attendaient au moins 3 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, ils devenaient chroniques. Et donc, c'est là où on m'interpellait en me disant est-ce que je pouvais les voir. Et c'est comme ça que j'ai créé la consultation de douleur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il y avait ces patients-là, il fallait non seulement les prendre en charge tout de suite, mais il y avait des traitements, il y avait des gestes à faire. Donc on a ouvert un hôpital de jour. Les chirurgiens se rendent compte, le premier pilier pour réussir ce programme, c'est la prise en charge de la douleur. C'est ça. Donc les chirurgiens se sont rendus compte qu'il faut prendre en charge la douleur. Et il y a certains patients, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, que ce patient-là, il ne fallait pas le toucher. Donc on couvre tout le spectre donc de la douleur, allant de la douleur aiguë à la douleur chronique. Mais au-delà de notre produit, on a aussi comme objectif et comme souci de rendre la problématique de la douleur visible, de faire en sorte que la voix des patients soit audible, de créer le lien donc, entre les différents acteurs de la prise en charge de la douleur. Et c'est pour ça qu'on a ce type de partenariat, comme le partenariat qu'on a eu avec la SFETD pour l'étude parcours DNP. Nous sommes uniquement soutien institutionnel donc, de cette démarche sur la prévention donc, de la douleur post-opératoire, de la chronicisation de la douleur post-opératoire. Continuer à innover et faire en sorte que la problématique de la douleur ne soit plus un mal oublié de la santé publique, mais que ça devienne donc une priorité nationale. Au milieu des années 1970, on a découvert les récepteurs opioïdes et leurs ligands endogènes, les endorphines. Donc ça a représenté quand même un état d'avancement sur la recherche. On a décidé de prendre le contrôle de nos propres douleurs, comme ça, sur ces récepteurs nociceptifs et sur notre propre morphine endogène. Des spots publicitaires ont relayé l'information et ont relayé l'information en masse en disant qu'effectivement aujourd'hui tout pouvait s'arranger et qu'on allait pouvoir prendre en charge nos douleurs et qu'un comprimé d'antalgique suffira. La pharmacoéconomique, c'est un gros marché. Les 4 premiers médicaments consommés sont des antalgiques. C'est 1 milliard d'euros remboursés par la sécurité sociale par an. Le regard sur le corps a changé et par rapport à la douleur également. Aristote, moins 350 avant Jésus-Christ, il pensait que la douleur c'était peut-être une forme d'émotion. Et en fait on revient à ça aujourd'hui. Donc c'est rigolo parce que sur 2000 ans, plus de 2000 ans, ça fait une spirale, ça fait comme un cercle. Chaque être humain est singulier, individuel et qu'il est difficile d'établir des vérités normatives en santé.
Du coup, à mon sens, chaque anamnèse, et je pose une question, ne devrait-elle pas proposer un point de vue médical de la douleur objet, un point de vue du ressenti de la douleur sujet et un point de vue culturel de la douleur société? Ça permettrait, en établissant déjà ces 3 grilles de façon parallèle, de pouvoir un petit peu plus rapprocher la vérité de l'apport multidimensionnel de l'être humain en santé.